Bonjour, mesdames et messieurs, convergence et révolution culturelle, comme qui dirait, le chemin de la renaissance africaine, le retour aux sources africaines et surtout quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Parce qu'il y en a qui parlent de nous, mais contre nous, et depuis trop d'années, depuis trop de siècles, depuis trop de millénaires, aujourd'hui, l'Afrique a mûri, l'Afrique a compris et surtout la jeunesse africaine voit clair et prend son destin à bras le corps. Donc nous allons nous pencher sur une problématique de grande importance en cette année de la jeunesse 2024. 12 mois pour la jeunesse, 12 mois pour la jeunesse, c'est le titre de ce livre, petit mais costaud. Et donc, avec Dixon Klaus, nous allons sur ce plateau, mesdames et messieurs, en direct avec vous, dans le feu même des 64 ans de l'indépendance de notre pays, le Congo, décrypter le message contenu dans ce livre. Dixon Klaus, bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors Dixon, est-ce que le livre, vous l'aviez déjà lu? Est-ce que l'auteur, vous la connaissez? Sinon l'autrice, dites-nous déjà, d'entrée de jeu. Bah, écoutez, je découvre le livre et je découvre aussi l'écrivaine. Et ben, j'ai hâte de savoir quel est le message qu'elle porte et qu'elle nous apporte, et aussi découvrir le contenu du livre. Moi, j'aime le livre. Très bien. Surtout qu'il s'agit de la jeunesse aujourd'hui. Très bien. 2024, année de la jeunesse, décrété par le chef de l'État lui-même, Dixon Klaus, votre ressenti? Oui, mais écoutez, on a tenu une émission ici avec l'ancien ministre. Pour ne pas dire plusieurs émissions. Oui, plusieurs déjà avec l'ancien ministre Dieudonné Antoine Ganga. Cri du cœur pour la jeunesse congolaise. Effectivement, beaucoup d'associations se sont exprimées sur ce qu'avait dit le président de la République. Mais jusqu'ici, on a l'impression qu'il n'y a pas véritablement de réaction. Comme si ça n'avait été que du vent. Et voilà, et je me dis, peut-être que cet après-midi, notre écrivaine nous apporte quelque chose de consistant, un fait congruent qui pourrait justement nous soulager dans notre attente. Parce que depuis un moment, les jeunes attendent des actions qui justement répondraient à nos attentes. Le président de la République a tenu un discours, mais on n'attendait pas seulement un discours, on attendait des actions. Mais il a fait comprendre aussi que, on le paraphrase, que l'année de la jeunesse, c'était pas que du vent, c'était pas qu'une vue de l'esprit, que c'était vraiment quelque chose de concret, de réel, et qu'il y croyait fermement. Et il a dit le 14 août courant, juste avant la célébration des 15 ans, des 64 ans, donc le 15 août au boulevard. Donc le président de la République, somme toute, croit vraiment que 2024 est et reste encore l'année de la jeunesse. Oui, ça reste l'année de la jeunesse, Alexis Bongo. Mais je vous rappelle que nous sommes en août. Je ne suis pas en train ici de remettre en cause la volonté du président de la République. La volonté politique. Non, la volonté politique du chef de l'État, non. Mais je suis en train de dire ceci, que nous les jeunes, lorsque nous êtes encore resté sur votre soif. Mais bien évidemment. Vous ne voyez rien venir, rien de concret. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en direct. Donc, vous pouvez réagir par SMS au 06 515 15 15 par SMS, parce que si nous prenons les appels, en tout cas, on ne pourra pas essorer comme il se doit notre invité. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. Qui êtes-vous exactement par vous-même? Merci de me recevoir sur votre plateau. Moi, je m'appelle Grace Laure Tabaka. Je suis écrivaine, comme vous l'avez mentionné, de la diaspora congolaise, parce que je réside au Québec, au Canada. Et de mon background professionnel au Québec, j'interviens comme directrice défense des droits des jeunes. Donc, j'ai une expertise jeunesse depuis près de 2 ans avec le gouvernement du Québec. Et je suis une passionnée de justice sociale. Une passionnée de justice sociale. Dixon Klaus aime ces choses-là. Et j'ai décidé de pouvoir mettre des mots sur mes pensées à travers cet ouvrage, 12 mois pour la jeunesse. On se rend compte que la jeunesse, c'est votre tasse de thé en tout cas. Oui. Effectivement. Et nous aimons ça, Dixon Klaus. Oui. Donc, la 4e de couvre, mesdames et messieurs, pour fixer les esprits à propos de l'autrice. Et c'est clair ici.
Grace Laure Tabaka, diplômée en droit et engagée dans la lutte pour la justice sociale, j'ai entrepris l'écriture, donc c'est elle qui parle de ce livre, 12 mois pour la jeunesse, pour explorer le concept émergent Année de la jeunesse, qui prend de l'ampleur dans plusieurs pays africains. Originaire de la République du Congo, c'est sous mes lunettes d'experte dans la défense des droits des jeunes que j'offre une analyse sommaire des défis et des opportunités pour la jeunesse africaine, en mettant en lumière l'importance de soutenir et d'autonomiser cette génération. Explication, Grace Laure Tabaka. Alors donc oui, j'avais commencé déjà une réflexion sur les enjeux de la jeunesse. Je me suis rendu compte que la jeunesse les problèmes de la jeunesse sont les mêmes partout, à quelques différences près, dépendamment des pays. Cependant, les problèmes majeurs sont les mêmes. Et donc, quand l'année a été décrétée, année de la jeunesse par le président de la République au Congo, suite à 2023 qui était l'année de la jeunesse en Côte d'Ivoire, je me suis dit qu'il y avait matière à explorer et que concrètement qu'est-ce que cela voulait dire. Est-ce que c'était juste un slogan? Est-ce que c'était juste ça va passer comme ça, on dit année de la jeunesse, mais concrètement qu'est-ce que cela impliquait pour les jeunes et quelle place les gouvernements africains ont décidé de donner aux jeunes en cette période. Donc cela m'a inspiré pour commencer l'écriture de cet ouvrage. Très bien, mais vous étiez, ou bien vous vivez au Canada, on ne voit pas pourquoi vous... Donc, de la diaspora congolaise, vous êtes là-bas, vous pensez encore le Congo, vous pensez encore l'Afrique? Oh oui, bien sûr. Parce que nous, ici, on veut vider les lieux et vous rejoindre là-bas, donc on n'a pas dans l'idée que vous, là-bas, vous pensiez encore un temps soit peu au pays ici. Non, pas du tout. Je prends vraiment le rattachement et l'identité culturelle. C'est ce qui fait notre authenticité, notre différence. Donc oui, déjà en tant que jeune, je suis concernée par les problèmes de la jeunesse de façon générale, mais particulièrement ceux du Congo, parce que c'est ma nation et je pense qu'en tant que diaspora, on a un rôle important à jouer pour notre nation. Très bien, Dixon Klaus, avant que nous ne plongions dans le livre, peut-être une réaction, peut-être une question par rapport à tout ce qui est déjà dit sur ce plateau. Oui, je bondirais sur ce qu'elle a dit. J'imagine. Oui, vous avez parlé de vous en tant que celle qui vit au Canada justement, mais écrire sur la jeunesse congolaise ne serait pas ici une expression du patriotisme, ou est-ce que vous vous intéressez réellement de cette jeunesse congolaise? Je m'intéresse réellement à la jeunesse congolaise. Par contre, j'ai écrit sur la jeunesse africaine parce que... Là, c'est toute la jeunesse africaine. C'est toute la jeunesse africaine parce que les problèmes sont les mêmes, comme je l'ai mentionné tantôt. Et oui, je suis très impliquée par ce qui se passe par la jeunesse congolaise parce que je suis jeune congolaise. Je suis jeune congolaise et à un moment on parlait même déjà du retour du savoir pour éviter la fuite des cerveaux. Exactement. Et je me sens concernée par cela. L'Afrique, on a déjà perdu en quantité. Effectivement. Il est temps que ça revienne maintenant. Je suis honorée de briller à l'extérieur, mais quand je brille à l'extérieur, rassurez-vous, on dit toujours de quel pays elle vient? C'est une Congolaise. Donc oui, je porte fièrement cette identité et j'aimerais que cela se ressente aussi à la maison. Très bien. Je pense que Congolaise est fière de l'être. Nous aussi, on aime ça. Cette réponse va situer nos téléspectateurs parce que moi aussi, je pensais qu'elle avait écrit ce livre pour la jeunesse congolaise. Et là, pas comme elle vient de nous dire, parce que déjà, quand chez nous on décrète année de la jeunesse 2024, il y avait déjà eu un précédent, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, le président là-bas avait, Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara l'avait décrété en 2023. Donc voilà que, ayant constaté ça, il se dit vivement c'est le moment, mais alors il faut mettre du contenu dans cette affaire-là. Avant que vous n'entriez dans votre livre, on rappelle aux téléspectateurs que nous sommes en direct, nous recevons vos messages, vous pouvez poser toutes vos questions, sinon réagir. Nous avions donc, mesdames et messieurs, pour cette émission, cette pensée du jour: les jeunes sont les architectes du monde de demain. C'est un proverbe ghanéen, pardon, mais ce n'est pas de nous. Nous l'avons piqué tout simplement sur la couverture même du livre, bien exposé ici. Les jeunes sont les architectes du monde de demain. Explication, Grace Laure Tabaka.
Oui, je tenais à mettre ce proverbe en couverture pour montrer l'importance... En relief cela bien, pour que personne ne dise qu'il n'a pas vu ça. Exactement, l'important d'autonomiser cette jeunesse, parce que notre avenir en dépend. Le monde de demain dépend de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc si la jeunesse d'aujourd'hui ne prend pas sa place comme il se doit, n'a pas tous les outils, n'est pas accompagnée comme il se doit, c'est le monde de demain qui meurt. Donc il s'agit de notre avenir, c'est une question importante et urgente. Donc je tenais à le mettre en valeur pour montrer qu'on a besoin de cette jeunesse d'aujourd'hui si on veut un monde meilleur demain. Très bien. Est-ce que vous croyez à cette jeunesse africaine? Est-ce qu'elle vaut quelque chose? Parce qu'on trouve que nous ne valons rien, nous sommes nuls, nous n'avons pas été à l'étranger, on est là terre à terre dans la poussière de Brazzaville, de Libreville, de Kinshasa. Et d'ailleurs, est-ce que vous croyez vraiment à cette jeunesse africaine? Fortement, parce que c'est d'ailleurs pourquoi dans mon livre, vous verrez, je parle des défis et je parle aussi des opportunités. Je mets en lumière, j'ai même cité des noms de jeunes qui se sont démarqués parce que cette jeunesse a un potentiel sous-estimé. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'on ne le voit pas suffisamment briller parce que malheureusement, on n'a pas encore mis en place certaines politiques ou accompagnements qui permettent de mettre en lumière ce potentiel-là. Mais nous avons une jeunesse capable, efficace, et c'est dommage pour l'instant, c'est d'autres cieux qui en profitent beaucoup plus que nous-mêmes. Et donc, moi, je crois fortement en cette jeunesse. Je suis la jeunesse, je fais partie. Exactement. Et vous voyez le résultat. Très bien, vous donc, êtes jeune, belle et intelligente. Merci. Dixon Klaus, moi j'ai envie de la provoquer un tout petit peu. Provoquer-la, on est sûr d'elle. Très bien. Nous parlons de la jeunesse, de cette jeunesse talentueuse, vous l'avez dit, mais vous, justement, en tant qu'écrivaine, probablement observatrice de ces jeunesses africaines, qu'est-ce que vous avez fait déjà, vous, pour ces jeunesses africaines, sinon en particulier pour cette jeunesse congolaise? Puisque charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Déjà, en tant que personne, par mon background, je me suis battue et je continue à me battre pour essayer d'exceller en toute humilité. Parce que cette jeunesse a besoin de repères. On est arrivé à un moment donné où on se dit, comme le disait tout à l'heure monsieur Alexis, cette jeunesse qui est reconnue que pour des choses moins intéressantes, alors qu'il y a une jeunesse qui brille. Et donc, déjà, en me battant pour exceller dans ce que je fais, je veux être un mentor, je veux être une référence pour dire que c'est possible. Ce n'est pas de la magie, c'est faisable. Et aussi, à travers ce genre d'initiative, en écrivant des livres, en essayant de communiquer, de passer des messages, de former des réseaux pour se dire, si d'autres ont pu le faire, nous aussi on peut le faire. Dixon Klaus? Oui. Non. Je rebondis sur quelque chose. Allez-y. Alors, quelqu'un qui nous suit dit ici, au 06 515 15 15, mesdames et messieurs, vous êtes en direct, on reçoit vos SMS ici, dit, j'aime vraiment votre émission Convergence et Révolution culturelle. Nous aussi, on aime ça, mais quelqu'un qui nous suit, qui vous suit là en live, dit, mais celle-là, elle se prend pour qui? Donc, elle sort de la diaspora congolaise, elle est donneuse de leçons, quoi. Donc, est-ce que vous venez ici pour donner des leçons aux gens? Vous ne respectez pas ceux qui sont déjà ici? Est-ce que vous pensez que vous êtes plus femme que les autres, plus jeune que les autres, ou bien plus intelligente que les autres? Non, pas du tout, pas du tout. Je respecte l'expertise qu'il y a ici, mais vous savez, le regard extérieur est toujours différent. C'est vrai. Je vais donner une illustration avec une loupe. Si vous observez quelque chose à travers la loupe, vous ne regardez que ce qui apparaît sous votre loupe. Exact. Mais si vous la regardez de l'extérieur, vous avez un champ de vision plus large. Exact. Donc c'est dans ce contexte que de l'extérieur, j'ai voulu apporter mon regard, mes observations et faire mon diagnostic. Très bien. Le livre 12 mois pour la jeunesse, Dixon Klaus. Oui. Une jeune qui pense à mettre du contenu dans la volonté politique du chef de l'État. Qu'est-ce que ça vous dit? En plus, c'est même pas un homme, c'est une dame. Donc, 12 mois pour la jeunesse, en disant bien ici, clairement, nous le voyons, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, janvier, la naissance et l'enfance. Février, l'éducation et la formation. Mars, l'emploi et l'entrepreneuriat. Avril, la culture et l'identité. Mai, la santé et le bien-être. Juin, l'engagement civique et politique. Juillet, la technologie et l'innovation.
Août, les défis environnementaux. Septembre, les relations intergénérationnelles. Octobre, échanges interculturels. Novembre, aspiration et espoir. Décembre, bilan et perspective. Qu'est-ce que ça? Vous réagissez comment quand une jeune ose comme ça là répondre, donc écrire, mettre du contenu dans la volonté politique du premier des Congolais? Oui, mais écoutez, tout de suite, ça retient mon attention. J'ai l'impression ici qu'elle s'est inscrite dans l'esprit politique même du président de la République et qu'elle a compris qu'après le discours, il faudrait justement proposer concrètement quelque chose au gouvernement, sinon au premier citoyen, aux décideurs, au pouvoir public, au gouvernement, au chef de l'État lui-même aussi. Effectivement, mais moi je voudrais plutôt ici, moi je suis ici pour lui poser des questions. Exactement, faites-le, parce qu'ici aussi il y a des messages qui arrivent là, et le temps est contre nous. Voilà, allez-y. Alors, nous sommes au mois d'août. Et ici, dans l'introduction, vous avez signifié août pour les défis environnementaux. Quel est votre avis, vos impressions, je dirais, sur le mois d'août? Pensez-vous que ce que vous avez écrit ici peut être constaté en ce mois d'août? Pensez-vous que le gouvernement, les politiques ont observé, se sont inscrits dans la résolution des problèmes environnementaux en ce mois d'août où il y a encore des problèmes? La question de l'environnement aujourd'hui, c'est une question mondiale. Ce sont les jeunes de tous les horizons qui se sont interpellés parce qu'on se dit mais quelle terre on va laisser à nos enfants, nos petits-enfants et même à nous-mêmes. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui se font. On va parler du Congo-Brazzaville par exemple. Il y a eu plusieurs conférences sur la sensibilisation. Il y a même des activités qui se font, que ce soit par des associations ou par la volonté politique. Il y a la journée de l'arbre qui aujourd'hui est un gros symbole pour notre pays en ce qui concerne l'environnement. Donc des initiatives sont faites. Néanmoins, elles méritent d'être amplifiées. Elle mérite d'être communiquée davantage parce que malheureusement, je pense que ça c'est une faiblesse que nous avons, on ne communique pas davantage sur certaines bonnes initiatives et ça nécessite aussi l'implication de tout le monde. Souvent on pense que des initiatives sont faites mais ça ne concerne que quelques personnes. Non, c'est une responsabilité collective, la société civile, citoyens, monsieur, madame, tout le monde, le gouvernement, on est tous concernés par la question environnementale parce tous responsables. On est tous responsables aussi. Le président l'a dit d'ailleurs lors de son discours du 14 là, juste avant la célébration. Donc tous responsables, chacun de nous doit trouver sa part de responsabilité et accomplir son devoir. Exactement, là je parle du côté global, les initiatives qui sont faites, mais il manque aussi notre part de monsieur et madame tout le monde, le citoyen lambda, dans la façon dont nous gérons les déchets, dans la façon dont on continue à polluer nos quartiers, de la façon dont tout dans les caniveaux, déjà on n'en a pas en quantité suffisante et nous venons encore tout boucher en jetant tout là-dedans. Exactement, donc à ce moment-là, oui, il y a encore du travail à faire et ça passe par de la sensibilisation et ça passe par une prise de conscience générale. Alors, ça pleut ici, les messages, tenez-vous tranquille, on va lire Dixon Klaus, nous lisons page 7 ici. Plusieurs pays africains ont lancé des initiatives visant à célébrer, à mettre en lumière la jeunesse de leur nation à travers ce qu'ils appellent l'année de la jeunesse. Des exemples notables incluent le Congo et la Côte d'Ivoire, ça a été dit ici, parmi d'autres. Ces années de la jeunesse sont souvent caractérisées par une série d'événements, de politiques et de programmes spécifiquement conçus pour aborder les défis auxquels sont confrontés les jeunes ainsi que pour célébrer leurs réalisations et leur potentiel. Le concept de 12 mois pour la jeunesse s'inspire de cette tendance régionale, cherchant à explorer en profondeur les différentes dimensions de la vie des jeunes Africains au cours d'une année entière. Explication par vous-même. Oui, donc ma compréhension... Vous vouliez dire quoi par là? Ma compréhension de l'année de la jeunesse en observant un peu ce qui se fait,
pour moi, c'est une opportunité, une occasion de pouvoir aborder justement ces problématiques que vivent les jeunes au quotidien, l'aborder de façon spécifique, qu'on mette vraiment la lumière dessus, que tout le monde soit concentré sur cette réalité et aussi mettre en avant les réalisations qui sont faites. Parce que, comme je le disais tantôt, il y a de bonnes choses qui se font par des jeunes, mais qui ne sont pas mises en lumière, malheureusement. Donc, pour moi, il faut qu'on trouve cet équilibre. Autant on parle des défis en essayant de trouver des pistes de solutions, autant les bonnes choses qui sont faites, on doit les amplifier pour que ça serve d'exemple et que ça serve de motivation aux autres. Donc, c'était ça l'objectif un peu. Je voulais explorer un peu ce concept. Qu'est-ce que cela implique, comme j'ai justement parlé, les différentes dimensions de la vie d'un jeune. Voilà pourquoi dans les 12 mois que j'ai nommé des thèmes, je commence par la naissance. Ça commence le jeune quand il naît, les conditions dans lesquelles les jeunes naissent. J'ai justement on va y arriver. Vous allez nous dire pourquoi vous commencez par ça. Parce que s'il y a une pluie de questions, Dixon, préparez les vôtres là-bas. Quelqu'un dit, madame, vous êtes de la diaspora congolaise, au 06 515 15 15. Oui, vous êtes de la diaspora congolaise. Vous ne pouvez pas savoir qu'ici, il n'y a pas de changement pour la jeunesse. Il y a la galère, pas de boulot. Quelle réponse à cette réaction? Les jeunes sont au chômage, il y a la galère ici. En tout cas, en rapport avec votre livre, vous réagissez comment? Je suis conscient de cela, les chiffres le démontrent avec l'OMS. C'est pas juste ici, hein. C'est comme je l'ai dit, j'ai fait un peu un regard extérieur, un portrait sommaire. C'est le cas de plusieurs d'autres pays. Oui, il y a du chômage, ça, j'en suis consciente. Mais en même temps, il y a des jeunes qui ont réussi à s'illustrer avec l'entrepreneuriat. Je dis pas que on doit tolérer le chômage. Les politiques doivent jouer leur rôle. Le gouvernement doit mettre en place un système pour justement réduire le taux de chômage. Mais en attendant que les choses se fassent, il y a aussi l'entrepreneuriat à côté. Il y a des choses qui peuvent être faites. Il y a de la créativité qu'on peut mettre en avant. Donc oui, j'aborde justement cette réalité. Je fais un plaidoyer pour la jeunesse sur ces questions-là. Pourquoi vous êtes l'avocate, le défenseur des jeunes aujourd'hui? Exactement. Mais en même temps, je présente les opportunités parce que ma crainte, c'est que les jeunes, quand on se met dans une position, puisque tout ne va pas, on s'arrête, on attend. Et c'est ça ma crainte, voilà pourquoi je garde cet équilibre entre le plaidoyer et montrer que ce n'est pas une fatalité. Très bien. Alors, Dixon, vous allez parler rapidement, ne perdez pas le fil de vos idées. Quelqu'un dit ici, les anciens ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Ils veulent sucer le miel jusqu'au bout, même quitte à sucer les abeilles. Je vais vous dire quelque chose qui m'a aidé. C'est que j'ai appris que dans la vie, il ne faut pas attendre qu'on vous donne la place. Il faut prendre la place. Il faut prendre la place. Autrement dit, les jeunes doivent se battre. Doivent prendre leur place. Je suis une jeune femme noire immigrante dans un pays où là où je travaille, la majorité sont des blancs. Mais j'ai pris ma place. J'ai pas attendu qu'on me la donne. Et on a constaté que vous êtes respecté là-bas, écoutez. Et quand on parle jeunesse, on demande même votre avis avant de s'engager sur quelque chose. Ma voix compte. Je donne mon opinion quand il y a des projets de loi. Donc oui. Mais nous aimerions bien que vous veniez aussi donner votre opinion ici, chez nous ici, parce que vous avez de l'expertise, de l'expérience, tout ça, ça devait profiter d'abord au Congo, d'abord à l'Afrique aussi, n'est-ce pas? Oui, je l'espère un jour. Mais donc si l'occasion vous est donnée, vous ne direz pas non au pays. Hein. Non. Oui, voilà. mais bien évidemment, vous savez, Alexis Bongo, la question de ce monsieur est l'expression, je dirais, d'une déception profonde des jeunes. Nous recevons ici des gens qui viennent d'ailleurs et qui tiennent plus ou moins ce même discours et après on les revoit plus. Ça ressemblerait à ça ressemble à celui qui disait à Kémy Séba, oui tu parles de l'Afrique mais tu es en France, tu connais pas les réalités, les problèmes des jeunes Africains. Il faudrait descendre chez nous pour militer ici et c'est ainsi qu'on saura que tu es un véritable militant pour le bien-être du jeune Africain. Il y en a moi qui ont ici, ça à Kémy Séba, je voudrais dire ceci. Même si qu'est-ce que vous avez disposé? Parce que nous avons plus besoin d'un discours qui donnerait, qui apporterait des solutions. Vous connaissez les problèmes majeurs des jeunes. Qu'est-ce que vous avez préparé, disposé comme solution? Essayez d'évoquer les problèmes que vous connaissez et présentez-nous des solutions.
Très bonne question. Vous verrez dans mon ouvrage que j'ai dédié 3 pages où je propose des pistes de solutions. Super. Parce que, comme j'ai dit, mon problème, ce n'est pas juste de nommer des problèmes qu'on connaît déjà. Je n'invente rien. Les problèmes de chômage, la difficulté d'accès à l'éducation sont des problèmes qu'on connaît déjà. Bon, là, je tenais à apporter aussi des pistes de solutions. Voici ce qui a fonctionné dans tel endroit. Est-ce qu'on peut s'en inspirer par rapport à notre réalité? C'est très bien pensé. Et donc là, par un exemple que je peux vous donner comme ça, que je tiens justement, je l'ai mentionné lors de la présentation de mon livre, c'est qu'on puisse reconnaître la formation non conventionnelle, l'éducation non conventionnelle. Je m'explique. On a aujourd'hui un capital social qui n'est pas utilisé. Je parle des personnes qui n'ont pas eu l'opportunité d'être scolarisées dans le programme scolaire normal, c'est-à-dire le primaire, le collège, le lycée, mais qui, sur le terrain, ont appris des métiers. On le voit souvent dans les aides-maçons, on va voir des jeunes de 13 ans à côté d'un menuisier. Mais ils ont une expertise technique. Malheureusement, quand on va se retrouver face, exemple, à un gros projet, on ne va pas les appeler parce qu'ils n'ont pas de diplôme alors qu'ils ont la connaissance terrain. La compétence nécessaire. La compétence nécessaire. Donc à ce moment-là, si on reconnaissait ces formations non conventionnelles, ce capital humain devrait contribuer à l'économie. Ça, c'est un exemple, c'est une piste de solution. Exact. Et ça rejoint une grande partie de nos jeunes qui ne sont pas dans le système conventionnel de l'éducation, mais qui ont les compétences pratiques, qui ont les compétences techniques pour pouvoir contribuer à la société de façon... Ce qui voudrait dire que ce contenu de ce livre n'est pas qu'un message adressé aux jeunes, mais aussi aux politiques. Oh oui. Mais aussi et surtout. Et surtout. C'est ça que je dis, je fais un plaidoyer et je vante ce qui est bien fait, mais c'est cet équilibre qui est important. Parce que l'objectif, ce n'est pas de dire que c'est une fatalité. L'objectif, c'est de dire voici les problèmes, voici des pistes de solutions et voici ce qu'on a déjà fait malgré les problèmes. Ça veut dire que si on a le bon accompagnement, si on nous met dans le bon cadre, on peut faire mieux. Parce que malgré que les situations sont difficiles, voici ce qu'on est capable d'accomplir. C'est ça l'objectif final. Mais il y a des jeunes qui aimeraient bien que vous tapiez sur votre règle sur le doigt du gouvernement, du président de la République, de tout ce beau monde-là, pour leur faire comprendre qu'ils se comportent mal ou bien que ça va mal, que vous apportiez vos solutions à vous. Mais vous êtes comme dans le respect et des anciens et des jeunes. C'est ça que... Ah oui, parce que ça me tient à cœur. J'ai justement écrit tout un chapitre sur les relations intergénérationnelles, parce qu'on ne peut pas balayer du revers de la main l'expérience, la connaissance, le savoir de nos aînés. C'est justement ce travail de collaboration, voilà quand je parle beaucoup de responsabilité collective, qui va faire la différence. Exact. On a besoin de leur savoir, on a besoin de leur regard. Nous, on apporte cette créativité, cette modernité, on apporte notre énergie, mais on a besoin de leur expérience pour ce bel équilibre. Et aussi par expérience, excusez-moi, la communication a toujours été pour moi la meilleure des façons de recevoir quelque chose. Ah, très bien. Bonjour, j'adore cette émission. En tout cas, je voudrais demander à notre aimable sœur, lui dire que les réalités que nous vivons sur place, c'est-à-dire au pays, en Afrique, sont différentes et contraires à celles qu'elle vit là-bas au loin là-bas au Canada. Selon elle, que signifie normalement le concept 2024, année de la jeunesse? Normalement, ça devait signifier quoi? Ça devrait signifier une année où les jeunes sont mis en priorité. C'est-à-dire les décisions en priorité aux jeunes. Autant dans les projets de loi, dans les politiques, que toutes les politiques, tout ce qui devait être proposé, politique publique et autres règlements, doit être fait en faveur des jeunes. Pour moi, c'est à ça que ressemble une année pour la jeunesse. Qu'est-ce que vous constatez? Je constate qu'il y a des initiatives qui ont été faites, mais à mon sens, qui a manqué d'approche globale. Ma fin, c'est que je n'ai pas vu, jusqu'à maintenant, j'imagine que ça va peut-être se faire, je n'ai pas vu une concertation de tout le monde. Pour moi, ça a été perçu comme, ok, année de la jeunesse, c'est de la responsabilité du ministère de la Jeunesse. Alors que non, les problèmes des jeunes sont tellement multifactoriels que ça concerne tout le monde. Déjà, au niveau du gouvernement, ça concerne tous les gouvernements, sécurité publique, famille, femmes, enfants. Tous les gouvernements doivent se sentir concernés par cette question. Et ensuite, les autres parties, c'est-à-dire la société, on est tous concernés, les ONG. C'est une question qui doit réunir tout le monde autour de la table. Très bien.
Quelle piste de solution? Décidément, les jeunes aimeraient avoir les solutions, les solutions, les solutions. Madame, vous avez cherché, vous avez trouvé 12 mois pour la jeunesse. Heureusement que le livre, il est de vous? Oui, il est de moi. Vrai, vrai, vrai. Vraiment vrai. Non, on s'en rend compte. Quelqu'un demande d'abord, quelle piste de solution du moment que nous constatons qu'ici au pays, la majorité des projets de construction, tout ce qu'il y a est donné aux étrangers. Donc la jeunesse est négligée, elle est oisive. Que faire maintenant devant une telle situation où on a l'impression que les pouvoirs publics, sinon le gouvernement, ne fait pas confiance à cette jeunesse? Pourtant vous reconnaissez qu'elle a du talent. Comme je l'ai mentionné tantôt, on peut déjà passer par la reconnaissance de leurs acquis. Parce que Ah oui, vous l'avez dit. Hein. C'est ça, par reconnaître des acquis, parce que souvent, dans certains grands projets, il faut aussi reconnaître qu'il y a des exigences qui vont avec. Donc, c'est-à-dire, au niveau de l'embauche, il y a peut-être certains critères à respecter. Et c'est là où je pense, vous voyez, quand je parlais d'action concertée, l'exemple, on parle d'un gros projet qui concerne, par exemple, les grands travaux, mais ça implique le ministère de l'Éducation. Si le ministère de l'Éducation ne valorise pas les formations non conventionnelles, ces jeunes, on ne va jamais les prendre. Évidemment, il faut qu'on valorise ces formations non conventionnelles. Exactement. Et pour que ce soit clair. Pour que tout le monde sait quoi les formations non conventionnelles en question. C'est tout ce qui n'est pas formé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés dans le processus scolaire normal. Pour aboutir à un diplôme. Voilà. Mais ils ont des compétences acquises. Mais ils ont des compétences acquises. Dans la rue, parce qu'il arrive que les jeunes, après avoir manqué leurs études aussi, on se fatigue, mais on devient un bon menuisier, un bon cordonnier, un bon couturier, et tout ça, et tailleur et tout ça. Mais il faudrait que l'État valorise ces choses-là, Dixon Klaus. Exactement. Oui, parce que justement, on considère que ceux qui ont des diplômes, et finalement ceux qui ont des compétences sans diplôme, même quand on recrute en masse, on peut pas les recruter parce qu'ils n'ont pas un diplôme à présenter, pourtant ils sont pleins de... Exactement. Oui. Moi j'ai une question, mais je vais commencer par lire ce qu'avait écrit Dieudonné Antoine Ganga. Il disait: aujourd'hui la jeunesse congolaise est stratifiée et catégorisée malheureusement en 3 parties. La jeunesse privilégiée, la jeunesse entreprenante, la jeunesse marginalisée. Que pensez-vous, madame? Je suis d'accord avec ces propos. Malheureusement, je suis d'accord avec ces propos. Effectivement, quand on observe, on peut le dire. Cependant, ça dépend de ce qu'il entend par jeunesse marginalisée et par jeunesse entreprenante. Parce que, excusez-moi, la jeune fille qui vend ses bissap en route est entreprenante. Ah oui. C'est de l'entrepreneuriat. Autrefois, nous ne comprenions pas. Maintenant, nous comprenons que ces vendeuses de beignets là, sont des entrepreneurs. Donc, Beignet, ça dépend c'est très important. de comment il le perçoit. Mais effectivement, on peut le diviser en 3 catégories comme ça. Alors, il y a quand même. Oui, je sais que vous avez des choses et d'autres. Effectivement, sur la jeunesse privilégiée. Ça reste un constat. Oui, mais il y a quand même des jeunes qui sont privilégiés, évidemment, par leur nom, par leur statut social de leur parents. Même en dehors du nom. Et nous autres qui sommes les damnés de la République, nous crions au scandale quand même. Même en dehors du nom, monsieur Alexis Bongo, il faut reconnaître que la vie a été faite de claques sociales. On est venu trouver les choses comme ça. Pour moi, les jeunes privilégiés, au-delà du nom, sont des jeunes qui ont peut-être eu la chance de, comme je disais tantôt, exemple, d'avoir un cursus scolaire normal. Ils ont réussi à faire des études normalement, ils ont grandi dans un environnement où la famille était présente. Parce que le privilège, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas qu'au niveau financier. Il y a des jeunes qui, malheureusement, n'ont pas des parents responsables. Ces jeunes-là sont plus à risque de tomber dans la délinquance, par exemple. Et qu'un autre jeune qui n'a pas aussi de moyens financiers, mais qui a des parents responsables, ça peut faire une différence dans son parcours. Donc, pour moi, le privilège, ce n'est pas qu'au niveau des finances sous le nom de famille, mais ce sont la chance, comme on dit, les opportunités que la vie offre à certains, mais pas d'autres. Que diriez-vous de cela? Parce qu'ici, évidemment, nous voudrions aussi sensibiliser, probablement emmener ceux qui ont des moyens à pouvoir investir pour aider. Exactement. Mais que diriez-vous de ceux qui sont nés? Parce que le constat est que nous avons l'impression que ceux qui réussissent, on a l'impression que ce sont ceux-là... Ceux qui sont bien nés. Bien nés, évidemment. Dans de bonnes familles. Et que diriez-vous
par rapport à cette observation de Dieudonné Antoine Gango, qui d'ailleurs ajoute, il dit, au Congo, la jeunesse privilégiée est celle des jeunes qui sont nés des parents. Que diriez-vous à ces jeunes-là? Tout simplement, responsabilité collective. Excusez-moi, le monde a démontré avec l'histoire que les classes sociales, quand il y a trop d'écart, on sait ce qui arrive après. Donc je pense que si ces jeunes ont eu l'opportunité, parce que je veux dire, c'est un coup de chance, personne ne choisit dans quelle famille il faut naître, ont eu l'opportunité. En tout cas, c'est Dieu seul qui décide. C'est Dieu seul qui décide. Je pense qu'ils doivent se sentir aussi responsables de jouer leur rôle comme tout le monde. S'ils peuvent créer des entreprises pour pouvoir promouvoir des emplois, pour pouvoir soutenir les autres qui n'ont pas eu cette opportunité, pourquoi pas? Mais tout ça, il faut déjà avoir de l'ambition, avoir ces idées-là. Excusez-moi, le constat est clair. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de bars qu'autre chose dans ce pays. Évidemment. Voilà, donc je veux dire, c'est pas parfois les moyens. Ah, c'est super. Ce n'est pas parfois les moyens qui manquent. L'ambition. On n'a pas d'ambition, on ne réfléchit pas plus loin. Quelle est notre vision? Quel est notre rêve? Quelle est notre vision pour la jeunesse? Donc oui, ils ont leur part à jouer comme tout le monde. C'est ça que j'arrête pas de dire, responsabilité collective. On est tous responsables de l'avenir de demain. Très bien. Alors, de la Congolaise de Brazzaville, cette question. Cher frère Alexis, une question. Son livre, le livre de madame, là, parlons de la jeunesse, 12 mois pour la jeunesse, a-t-il été soumis aux autorités? Ou bon, c'est juste quelque chose, un roman pour accroître la connaissance. Alors, une chose est d'écrire un livre si important, une autre est de savoir le placer là où il... Est-ce que c'est déjà arrivé aux mains des autorités? Oui ou non? Parce que visiblement, notre frère ici se rend compte qu'il est tellement important que normalement, le gouvernement, sinon les institutions, la présidence de la République, tout le monde devrait l'avoir dans les mains. Et au moment où même le Premier ministre Anatole Koliné Makosso se casse la tête pour chercher à sortir le pays de cette jungle inextricable là, ce serait bien qu'il ait quand même un canevas pour la jeunesse afin de mettre du contenu dans l'année de la jeunesse en question. J'ai eu l'opportunité de présenter mon livre samedi dernier en Olympique et il y a eu des autorités. Vous avez fait la présentation du effectivement, livre. Et Patrice Louvoiseau peut d'ailleurs le confirmer par les images de la présentation officielle de ce livre. Officielle de ce livre. Autorités, il y a eu des autorités qui étaient présentes comme M. André Pau. Il y a eu des députés. Monsieur l'ambassadeur André Pau. Oui. Monsieur Exaucé Ibam. Oui. Exactement. Il y a eu le DIRCAP du Conseil consultatif de la jeunesse. Donc, il y a eu quand même des personnes en position d'autorité. Les voix autorisées étaient là. Effectivement, pris connaissance de cet ouvrage. Et puis, il est disponible actuellement dans la boutique Grain de Sel au Plateau. Donc, toutes les personnes intéressées pourraient s'y rendre. Mais je ferai de mon mieux pour essayer de le porter plus haut. En tout cas, vous avez intérêt à aller le leur déposer. Oui, mais le livre s'adresse à tout le monde et particulièrement à ces derniers, effectivement. Très bien. Madame, parlant de cette jeunesse congolaise, il y a un phénomène qui, depuis un moment, fait couler beaucoup d'encre, le phénomène bébé noir. Que dites-vous sur ce phénomène? Alors, pour moi, la délinquance juvénile, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est une conséquence. Je ne la regarde pas comme une cause, mais une conséquence. C'est une conséquence de tous les enjeux que j'ai mentionnés tantôt. Les problèmes au niveau de l'emploi, l'éducation, la perte de l'identité, de culture, de repères. Non, pour moi, la délinquance juvénile, c'est une conséquence de tous ces enjeux-là. Donc, à court terme, en réaction d'urgence, je comprends que pour l'instant, les regards soient sur la police judiciaire doit faire son travail. Mais honnêtement, sur le long terme, il faut qu'on parle prévention. La solution, c'est la prévention. Et la prévention, c'est justement en réglant tous ces problèmes-là en amont. Excusez-moi, un jeune qui va au travail, le matin, il rentre à 18h. Il est tellement fatigué que je ne crois pas qu'il a le courage d'aller dans la rue pour essayer de voler quelqu'un. Ce qui pousse ces jeunes-là, c'est l'OISUVT, le désespoir. C'est pour ça que je parle de retrouver notre culture, notre identité. Ce sont des jeunes qui n'ont plus d'espoir. Ils disent ils n'ont plus rien à faire. Donc, ils traînent ça et là. Si on règle
les enjeux que j'ai mentionnés, les défis d'accès aux soins et tout ça, vous verrez que la délinquance juvénile va baisser graduellement, tout simplement parce que c'est une conséquence. Voilà qu'il faut penser en termes de prévention si on veut que ça s'arrête sur le long terme. La police, ce qu'elle fait, c'est bien, mais je vous assure que si on compte que sur la police, à chaque fois, vous allez voir, le phénomène va perdurer. D'ailleurs, ce que ça implique, même ça nous coûte beaucoup plus cher de faire intervenir les forces policières parce qu'il nous faudra plus de prisons. Il nous faudra toujours avoir des agents sur le terrain. Ça nous coûte plus cher de réagir en urgence que si on réagissait en prévention. Donc pour moi, comme c'est une conséquence, abordons le sujet au niveau de la cause. Donc quand on va régler la cause, la conséquence va s'effacer toute seule. Très bien. Salut, je vous écris depuis Ndamakoso. Je veux que la dame qui est sur le plateau là parle de façon claire et dise tout ce qu'elle a à nous dire. Celui-là a l'impression que vous êtes en train de caresser dans le sens du poil. Et quelqu'un d'autre pose cette question de grande importance. Calez-vous bien là parce que ça va vous secouer peut-être. Et il dit, puisqu'elle est de la diaspora et qu'elle ose comme ça se permet d'écrire un livre, de mettre du contenu dans l'année de la jeunesse, alors que même ici chez nous ça n'a pas été fait, mais Dixon a dit qu'il y a des gens et d'autres qui en ont parlé ici. Puisqu'elle est de la diaspora et qu'elle arrive comme ça là, elle parle bien, est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché? Parce que lui il a l'impression que vous allez faire de la politique bientôt et sinon vous cherchez à devenir ministre de la jeunesse à la place du ministre de la jeunesse. Est-ce que c'est ça, oui ou non, madame? Ou encore secrétaire du conseil consultatif de la jeunesse. Non, non. Présidente du conseil consultatif de la jeunesse. Non, pas du tout. Il n'y a pas un agenda caché. Il n'y a pas un agenda. Et s'il y en a, c'est logique, c'est normal. À ce moment-là, on avisera. Mais pour l'instant, c'est tout simplement, vous savez, un adage qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je ne peux pas, je suis honorée d'accompagner, de défendre les jeunes du Québec, mais je me devais de faire quelque chose pour les jeunes de chez moi. Nous sommes d'accord avec vous. Donc, c'est plutôt cet élan de cœur qui fait que je sois sur ce plateau avec vous aujourd'hui. Dixon Klaus, quelque chose? Je peux... Oui, allez-y. Quelqu'un dit, franchement, je trouve que cette fille, hein, moi je dirais cette dame, peut-être que c'est un papa, bon, franchement je trouve qu'elle travaille pour le gouvernement. Parce que vraiment, un tel livre, elle travaille pour le gouvernement. Alors dites-nous, est-ce que c'est le gouvernement Makoso qui vous envoie en disant, bon, vous qui êtes jeune, vous qui êtes de la diaspora, allez quand même dire quelque chose pour nous permettre de souffler le temps que nous réorganisions nos troupes ici et que nous puissions aller de l'avant. Vous êtes mandaté par le gouvernement? Non, pas du tout. Je crois qu'ils seront même surpris s'ils regardent. Ils seront... Non, pas du tout. Ils seront surpris de... Non, non, pas du tout. Je crois qu'ils seront surpris et tout. J'ai choisi le momentum parce que je savais que c'était le bon moment pour ça. Ah oui, parce que ça tombe à pic. Mesdames et messieurs, comme on dit, hein, une parole dite à son temps vaut de l'or. Exactement. Et donc, Monsieur Bongo, je pense que les jeunes de l'Afrique de l'Ouest sont plus entrepreneurs que ceux d'Afrique centrale ici. Hein? Alors que c'est les anciens qui devaient former ces jeunes, les initier, leur donner cette culture entrepreneuriale. Que répondez-vous à ça? Quand on regarde les statistiques, c'est vrai qu'on a l'impression que les jeunes de l'Afrique de l'Ouest sont plus entrepreneurs, mais ça, ce n'est pas parce que ici les anciens ne forment pas. Il faut reconnaître que la jeunesse en Afrique de l'Ouest, c'est eux qui est resté attaché à leur culture plus qu'ici. C'est pour ça que je reviens à la culture. Excusez-moi, au jour d'aujourd'hui, on parle d'agriculture. Combien de jeunes se sont sentis concernés par la question? Moi, je connais des jeunes à qui tu dis, mais tu pourrais faire quelque chose au niveau de l'agriculture, on va te dire j'ai une maîtrise en lettres, ça ne m'intéresse pas. Alors que un jeune ouest-africain, c'est des personnes, ce sont des jeunes multitâches, ils sont ouverts, c'est pour ça que ça va passer par une réforme sociétale. Ce sont des gens qui sont capables d'être multifonctionnels. Il a une expertise, on le voit, on le voit, il a une expertise en biologie, mais va être entrepreneur, va ouvrir sa ferme, va devenir un grand éleveur. Et nous, on n'est pas encore arrivé à cette mentalité-là. Donc là, ce n'est pas la faute aux aînés. Non, pas du tout. Là, c'est nous-mêmes notre propre responsabilité. Si nous, on est prêt à recevoir l'information, on l'aura. Très bien. Alors, les 3 dernières minutes, quand on grappille comme ça, la vite fait, vous dites janvier, normalement, c'est la naissance et l'enfance. Commentaire. Oui, parce que en 30 secondes. Pour moi, c'est le commencement. Et c'est pour ça que je parle de prévention. Quand on intervient de façon précoce, on est sûr que l'avenir sera meilleur. Je pense que c'est important qu'au jour d'aujourd'hui, on investisse dans la santé prénatale.
c'est important qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes, parce que aujourd'hui, les jeunes filles ont des grossesses très jeunes, que ces jeunes soient accompagnés, dans leur rôle de maman, dans leur rôle d'enfantement, parce que c'est cette jeunesse-là qu'on déplore. On dit, oui, les jeunes ne sont pas concentrés, mais une jeune fille de 18 ans qui va avoir son premier enfant, qui est lésée à elle-même. Ce sont nos 2 dernières minutes, je crois qu'elles ont compris. Février, l'éducation et la formation. L'éducation et la formation, rappelez à quel point l'éducation est un pilier pour une société stable et qu'il faudrait vraiment qu'on investisse davantage. Mars, on a parlé d'emploi et d'entrepreneuriat. Avril, la culture et l'identité. Il faudrait qu'on puisse réconcilier avec notre culture. Très bien. Alors, Dixon Klaus, 30 secondes pour atterrir avant que notre invité ne puisse conclure. Moi, j'avais plutôt une dernière question. Allez-y rapidement, 30 secondes pour et la question et la réponse. Il est possible, il est assez facile pour tout diplômé d'écrire un livre. Écrire un livre n'exprime pas forcément la passion ou le feu qu'on a, j'appellerais ça le militantisme qu'on a pour résoudre les problèmes. Est-ce que chez vous, c'est l'envie de résoudre les problèmes ou c'est simplement cette capacité de pouvoir écrire qui vous a emmené à écrire ce livre? Non, l'envie de résoudre des problèmes, c'est vrai que c'est mon 2e ouvrage parce que je suis passionnée d'écriture, mais sur celui-là précisément, c'est pour ça que j'apporte des pistes de solutions. Je suis une personne qui aime résoudre les problèmes. Donc oui, c'est pour ça que j'ai choisi de faire du droit, porter des solutions. Très bien. Est-ce qu'il y a un numéro auquel on peut vous joindre? Sinon, passez par vous, passez par nous. Quel est le choix que vous faites? Passez par vous. Passez par nous. Le livre, il est vendu à combien? Le 06 515 15 15. Le livre, il est vendu à 10 000 francs CFA seulement. À la boutique Graines de Sel, normalement, ça coûterait 30 000 francs, mais c'est 10 000 francs CFA seulement. Passez par nos coordonnées pour donc attraper ce livre. Et donc, nous conclure par là. Madame, si vous étiez donné 30 secondes pour conclure, vous, que diriez-vous? Tout simplement, déjà merci de m'avoir reçu sur votre plateau et j'espère vraiment que mon livre 12 mois pour la jeunesse va pouvoir nous éclairer tous davantage parce que je continue d'apprendre avec vous et surtout va nous permettre de voir qu'il y a quelque chose d'important qui s'annonce pour la jeunesse, qu'au-delà d'un slogan, il y a quelque chose de concret qu'on peut faire et que c'est le bon moment, c'est l'occasion pour pouvoir en profiter. Très bien. Donc, page 8, la justification, donc c'est par là que nous allons atterrir. Pourquoi ce livre? L'auteur, l'autrice, l'écrivaine, issue sur ce plateau de la diaspora congolaise, une digne fille de chez nous, dit, en présentant une analyse critique et nuancée, j'aspire à nourrir les discussions sur la manière dont les gouvernements, les organisations et la société dans son ensemble peuvent mieux soutenir et habiliter la jeunesse africaine, en mettant en lumière les histoires, les luttes et les réussites des jeunes à travers le continent. J'espère également inspirer de nouvelles idées et actions pour un avenir plus promoteur et inclusif pour tous les jeunes africains. C'était donc comme ça la convergence et révolution culturelle, 12 mois pour la jeunesse avec Grace Laure Tabaka. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.